Je suis allé voir mon copain Peter Handke, qui vivait à cette époque à Salzbourg. On avait fait 2 films ensemble déjà, et j'avais produit un film de lui, La femme gauchère. On avait fait Faux mouvement et L'angoisse du gardien de but ensemble. Et je lui ai donc demandé, Peter, est-ce que tu peux m'écrire ce scénario? Ou est-ce qu'on peut l'écrire ensemble? Et j'ai une idée. Et je lui ai raconté mon histoire. C'était pas une grande histoire. C'était l'histoire d'un ange gardien, ou plutôt 2, parce que comme ça ils pourraient parler entre eux, qui tombe amoureux et veut devenir homme. Et Peter a écouté mon histoire et il m'a dit, bon, c'est beau ce que tu me racontes, mais je ne suis pas dans une position de t'écrire ce scénario en ce moment. J'écris un livre. Et tout ce que tu m'as raconté, tu sais si bien ce que tu veux faire, je crois que tu vas faire mieux l'écrire toi-même. Mais je te propose de t'écrire quelques monologues pour ce film. Ou dialogues. Als das Kind war, ging es mit hängenden Armen. Et donc Peter m'a écrit ce poème sans savoir ce que moi j'en ferais. Et le poème était le dernier texte de Peter pour lequel je n'avais pas trouvé un endroit dans le film. Et c'était la toute dernière chose qu'on a fait avant de mixer le film. C'était d'ajouter le poème au début et un peu plus tard vers la fin. Hatte keine Gewohnheit, saß auf dem Schneidersitz, lief aus dem Stand. La genèse des ailes du désir. Premier désir, c'était clairement de faire un film dans Berlin et sur son passé et tout ce que cette ville représentait pour moi. L'Allemagne tout court, mon enfance, le langage allemand, sa poésie, la destruction aussi pour laquelle cette ville était symbolique, le mal pour lequel cette ville aussi était symbolique. Et je suis allé à Berlin-Est pour parler avec le ministre, monsieur le ministre, parce qu'il y avait aussi un ministère pour le cinéma. Et ce ministre m'avait déjà invité plusieurs fois de venir à Berlin-Est de tourner. Paris, Texas, c'était un des rares films de l'Allemagne de l'Ouest qui était montré à l'Est. Et donc il m'a proposé de venir tourner. Et donc je suis arrivé dans son bureau et je lui ai dit, maintenant j'ai un film que je vais faire à Berlin, merci de votre invitation, c'est maintenant ou jamais que vous pouvez m'aider. J'ai cette histoire d'ange et je n'ai pas de scénario, je n'ai que certaines idées et je vais tourner ça sans scénario. Et déjà il n'était pas convaincu. Qu'il n'y avait pas de scénario, ça ne lui a pas plu. C'était pas son idée de faire du cinéma. Bon, comme ça, au moins, c'était pas que le ministère voyait le cinéma. Et il m'a donc demandé, alors bon, si vous n'avez pas de scénario, tant pis, c'est quoi l'histoire? Et je lui ai raconté l'histoire des anges gardiens. Et sa mine devenait de plus en plus sincère. Ça ne lui plaisait pas du tout. Ils sont invisibles, il disait. Ils peuvent aller où ils veulent. J'ai dit oui. Ils peuvent traverser les murs. J'ai dit oui, évidemment, tous les murs. Alors il a été vraiment sérieux. Alors ils peuvent traverser le mur. J'ai dit justement, c'est pour ça que je suis ici, parce que je voudrais évidemment que les anges traversent le mur et je voudrais en effet tourner beaucoup entre les 2 murs et surtout sur la porte Brandebourgeois.
Et là, il a commencé à rigoler. Tout d'un coup, il était très sérieux avant, et puis il a commencé à rigoler. Sa tête devenait tout rouge. J'avais peur qu'il meure devant moi parce il était en train de suffoquer presque. Et il m'a dit, bon, je peux rien pour vous. Parce que le mur, vous savez, il n'existe pas. Alors les anges ne peuvent pas le traverser. Il n'existe pas. Le plus grand effort de décoration, parce que la plupart du film était tourné dans des décors naturels, le plus grand effort fut donc le mur même. Comme c'était hors de question de tourner avec le vrai truc, dont il y avait 150 km autour de Berlin, assez de murs, on dirait, pour faire un film, mais on a dû construire encore 400 mètres pour nos scènes. Le deuxième problème avec le mur, c'était que j'ai voulu donner un ton naturaliste, parce que on s'était rendu compte que dans un no man's land, entre les deux murs, c'était le paradis des lapins. Et qu'il y avait des millions de lapins qui vivaient entre les deux murs. On s'est dit alors, entre notre mur artificiel, il fallait mettre des lapins. Et on a laissé une centaine de petits lapins dans ce territoire, ils ne pouvaient pas échapper là. Et ils vivaient entre ces murs. Et c'était le plus grand problème du film parce qu'on ne pouvait plus tourner avec ces lapins. Parce que ils faisaient... comment ça s'explique? Ils baisaient tout le temps. Ils baisaient tout ce qui bougeait. Ils baisaient les murs, les rochers, les voitures. Entre eux, il était tout à fait impossible de tourner et regarder les acteurs, parce que quand même c'était une scène importante. Mais comment est-ce que tu veux regarder les acteurs ou entendre leur dialogue si dans le fond, il y a des lapins qui baisent? Pour les deux anges, j'ai pas hésité. Il y avait que Bruno et Otto à le faire. Ils étaient copains depuis longtemps. Ils ont travaillé pendant 25 ans au théâtre, dans le Schaubühne à Berlin. Ils n'avaient pas encore fait du cinéma ensemble. Ils étaient tous les deux, je crois, dans La Marquise d'O, mais ils n'avaient pas vraiment des scènes ensemble, je crois. Pour les deux, jouer des anges, c'était un grand défi. Parce qu'il n'y avait pas de biographie. Un ange n'a pas de biographie. Il n'y a pas d'enfance malheureuse. Il n'y a pas des parents. Il n'y a pas la sociologie. Il n'y a pas de psychologie. Un ange n'a pas de biographie. Et tous les deux étaient plutôt des acteurs qui se préparent énormément pour leur rôle, qui normalement se préparent toute une biographie. Comment se débrouiller? Les acteurs étaient très frustrés. Les premiers jours, c'était extrêmement difficile. Ils étaient très nerveux parce que la manque de chaque interaction avec les gens et avec les autres acteurs, ça les a énormément ennuyés. Bruno a souffert surtout le fait qu'il n'y avait pas de conversation avec les autres acteurs, que dans toutes les scènes, les autres acteurs prétendaient qu'ils n'étaient pas là. Ils étaient presque offensés, lui, qu'on ne se rend pas compte de sa présence. Et peu à peu, ils se sont accoutumés à cette vie sans fonction et à cette vie sans psychologie. Les deux acteurs ont apporté plein d'idées
comment dirais-je, physique. Par exemple, premier jour qu'il tournait vraiment comme ange, il y avait beaucoup de vent. Et donc, au milieu de la scène, Otto dit « Arrête, 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 arrête ». Je sens que mes cheveux bougent. Un ange, c'est impossible que ses cheveux bougent parce qu'il y a du vent. On ne peut pas tourner avec ce vent-là. Et j'ai dit « Bon, c'est vrai. Tes cheveux ne devraient pas bouger, mais est-ce que tu veux jouer le reste du film avec des cheveux comme du béton ?» Parce que... Ah non, 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 ça c'est hors de question aussi. Alors, j'ai dit, tu dois accepter qu'il y a le vent et il faut vivre avec certaines limitations terrestres. Parce que tu es un acteur, tu n'es pas un ange. Ça les a impressionnés le plus quand j'ai dit ça. Quand j'ai dit, tu es un acteur, tu n'es pas un ange, je savais que moi aussi, je ne savais plus quoi faire. Les anges n'ont pas de vertige. Les acteurs, et surtout un certain acteur qui s'appelle Otto Sander, il est vertigineux comme tu ne peux pas t'imaginer. Tu le mets sur une chaise et il a peur. Alors le mettre au-dessus de l'ange, c'est quand même, on a construit cet ange sur cette colonne, c'était quand même 6-7 mètres. Il avait peur et on a dû lui donner des Valium et tout ça pour qu'au moins il tienne le coup là-dessus. Il avait beaucoup peur. Et puis finalement, quand il saute, parce qu'à un moment donné, il saute, il avait tellement peur que la seule chose est arrivée qui n'aurait pas pu arriver. Il s'est cassé la jambe. Le stuntman qui a préparé la scène lui a parlé pendant des heures que c'est complètement hors de question que quelque chose arrive. Ce truc-là qu'il y a en dessus, ces ballons et ces cartons en dessous et tout ça, c'est sûr comme tout, rien peut arriver. Mais Otto, il avait tellement peur que bien sûr que quelque chose est arrivé et il a su sauter avec une jambe tout droit. Il a su sauter de la manière impossible que sa jambe traverse entre deux matelas, entre deux cartons, et il s'est cassé la jambe. Heureusement, on a tourné le dernier jour du film. Mon histoire était si simple, l'ange tombe amoureux d'une femme. Alors tout naïvement, je me suis dit peut-être il tombe amoureux d'une femme qui s'est volée comme lui. C'était bête. Solveig était incroyablement courageuse et motivée de jouer ce rôle sans double. Et depuis le premier jour jusqu'au premier jour de tournage, Solveig s'est entraînée. Elle avait 2 mois. Elle avait pris des cours d'abord à Paris. Et puis, elle s'est entraînée à Berlin, dans le vrai cirque d'un autre ancien trapéziste, Lali Kovacs, qui joue dans le film, aussi son entraîneur. Mario, nein, so doch nicht, mon Dieu. Was soll das? Oma, mit Schwung, nicht mit Kraft. Ach, was machst du? Nicht bammeln, fliegen. Du bist ein Engel. Elle a appris à tout faire sans double. Elle a tout fait depuis le début sans filet. Avec Claire Denis, mon assistante. Claire avait fait aussi Paris, Texas avec moi. On était là dans mon bureau comme toute la nuit pour réfléchir qu'est-ce qu'on tourne demain. Parce qu'il n'y avait pas de scénario, il n'y avait que le grand mur dans mon bureau avec toutes les scènes possibles dont j'avais rêvé. Et toutes les nuits, Claire et moi, on était devant ce mur pour réfléchir qu'est-ce qu'on tourne demain. Et on était donc devant ce mur
une nuit, après 3 semaines de tournage, et on s'est dit, il n'y a pas vraiment trop de scènes rigolotes dans ce film. Et c'est vraiment dommage. Et à vrai dire, c'est à cause de notre casting, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait apporter du comique dans le film. Alors on s'est dit, peut-être on ajoute un rôle. Et on s'est dit, bon, si on ajoute un rôle, ça devrait donc être notre élément comique et ça devrait donc être quelqu'un de très différent à tous les autres qu'on a déjà. Et comme ça, j'ai dit, bon, on va inventer le rôle d'un ex-angel, d'un ange. Mon idée principale, c'était de trouver un personnage que tout le monde pourrait reconnaître. Je trouvais que l'idée de l'ex-ange fonctionnerait tellement mieux si c'était quelqu'un de connu, qui pourrait, avec une certaine autorité, donc dire « moi aussi j'étais un ange », comme vous d'ailleurs. Alors, on a pensé politicien, vraiment, et on a fait un effort très bref de convaincre Willy Brandt, mais ça n'a pas fonctionné. Il n'avait pas le temps. On a pensé, et puis il n'y en avait pas d'autres idées pour les politiciens, mais il n'y en avait pas beaucoup d'anges là-dedans. Et puis on s'est dit, bon, les seuls gens qui sont vraiment connus dans le monde entier, c'est les acteurs. Alors, si notre ex-ange serait un acteur connu. Et dans les acteurs, si on cherche un ex-ange, il n'y a pas beaucoup qui restent. Hey, was ist das, Columbo? Nee, glaube ich nicht. Nee. Aber doch nicht mit dem schäbigen Mantel. Ja, stimmt. Der rennt doch hier nicht durch den Park. Je lui ai expliqué, je tourne depuis 3 semaines, je veux ajouter un rôle, et c'est le rôle d'un ex-ange. Et il y avait un long silence, et puis il commençait à rigoler. Il rigolait longtemps. Et puis il disait, bon, ça me plaît ton idée. Je suppose, comme l'idée est venue hier, que tu ne peux pas m'envoyer un scénario. Je dis non, hors de question, parce que je ne peux même pas t'envoyer un scénario sans le rôle, parce qu'on tourne sans scénario. Ça aussi lui plaisait énormément. Et il a dit, I did my best to work this way. J'ai fait mon meilleur boulot comme ça. Please, no more pictures, all right? Oh, Helen, you know, I'm looking for you. I can't wear this fucking hat. This is an excellent hat. It looks great. Put it on. Put it on. Believe me. Je lui ai toujours écrit la nuit avant des scènes avec des propositions de dialogue. Il a gardé quelques phrases. Il a improvisé beaucoup. Par exemple, toute la scène avec les chapeaux. And I want to look, melt into the crowd. Well, in that one, you look like Humphrey Bogart. All right. Here, so good. try that one. All right. Now, what about, oh, Jesus Christ. This one? All right. This here's for the opera. No, you look like a Jewish rabbi. good. Try that one. All right. Yeah. This here on 42nd Here we go. Street. There. Is a bookmaker. You know a bookmaker? Yeah. What the hell is this here? All right, come on. How about Helen, trying for that Christ's one? sakes, Yeah? get me a good hat here, will you? I'm in disguise, you see, and I really don't want to call attention to myself. How about this one? You know, this is it's ridiculous, this hat. Doesn't go with the coat. The old gangsters' hats. There. That's not a gangster hat. This, I'm getting married. This is for Try London, that one. a horse show in London. Il y avait depuis le début cette idée que les anges puissent entendre les pensées des gens. Et donc, c'était là comme idée, mais évidemment, pendant le tournage, on ne pourrait rien faire. Les dernières semaines du montage, avant qu'on mixe le film, je me suis occupé, moi, avec l'assistant monteur, de toutes ces voix. Das Geld macht glücklich. Wie soll man leben? Dahlendorf Daran ist ein hast du dich Schwindel. wieder Jeder Mann mit entschieden. dem Goldhelm. Ihr seid ja gar keine Einheimischen. Du bist ein Flüchtling, du auch und du auch. Du bist noch nass vom Schwimmen in der Ostsee.
Jetzt sitze ich hier schon seit heute Morgen rum. Mir ist so kalt und langweilig. Et la dernière voix qui me manquait, c'était la voix de Peter Falk. Et comme lui, il était maintenant à Los Angeles et moi j'étais à Berlin et on n'avait pas du tout l'argent que moi je prenne l'avion pour enregistrer avec lui, je lui ai expliqué mon problème et Peter a dit on va faire le suivant. Je me rends dans un studio et il y aura le téléphone et on va le mettre à côté du haut-parleur et moi je vais faire ma voix et comme ça tu entends et tu peux faire la mise en scène par long distance. C'est comme ça qu'on a fait. Je lui ai écrit 2 pages de pensée et de nouveau il les a pas vraiment utilisées. Il a commencé avec mes propositions et puis il m'a dit oh, ça sonne pas tellement comme moi je pourrais le penser. I tell you what. Et puis il m'a proposé qu'il allait fermer les yeux et juste dire toutes les pensées qui lui viendraient dans la tête. Et j'ai dit oui. Et puis il a parlé pendant 2 heures. Ça a coûté cher ce coup de téléphone. Il a parlé pendant 2 heures jusqu'à ce que l'ingénieur ait dit bon, il n'y a plus de bande. Il n'a pas arrêté et moi je ne l'ai pas interrompu. C'était une voix intérieure magnifique. These humans are extras. Extra humans. Oh, very good. Very nice picture. Yellow star means death. Why did they pick yellow? Sunflowers. Van Gogh killed himself. This drawing stinks. So what? No one sees it. Someday you'll make a good drawing. I hope, I hope, I hope. Il y avait donc aussi ce personnage du vieux Homère, storyteller, du vieux raconteur. Et c'est mes 2 acteurs qui m'ont introduit à Courtois. Ils ont fait un film avec lui, Otto et Bruno, comme metteurs en scène. Ils ont fait un documentaire sur lui. Et c'est comme ça que je savais qu'il était encore vivant. Il a dû quitter l'Allemagne en 1933. Il est allé à Hollywood. Kurt a joué des petits rôles. Son rôle le plus connu, peut-être, dans Casablanca, où il est le pickpocket au début du film. Il a fait un très très beau film avec Buster Keaton. Il est retourné tout de suite après la guerre. Il a recommencé à travailler dans le théâtre. Travailler avec Brecht. C'était un grand dans le théâtre d'après-guerre. Ein Greis bin ich, mit einer brüchigen Stimme, aber die Erzählung hebt immer noch an aus der Tiefe und der leicht geöffnete Mund wiederholt sie, so mächtig wie mühelos. Eine Liturgie, bei der niemand eingeweiht zu sein braucht, wie die Wörter und Sätze gemeint sind. Il avait 90 ans quand même quand on a fait le film. Mais il était un des plus jeunes sur le plateau. Lui et Henri, c'était un couple infernal. Il n'avait que des blagues dans la tête tous les deux. Il fallait les séparer tout le temps. On avait fait l'état des choses en 1980. C'était un grand souvenir pour moi. Une énorme expérience de le voir travailler. Dans les 2 films, je n'ai jamais compris comment elle fait avec ses lumières. Dans les 2 films, je me suis toujours dit, quand il a mis ses lampes, mais ça ne va pas aller. Chaque fois, je me suis dit, Henri, je ne crois pas que ça fonctionne. Et chaque fois, j'ai regardé à travers la caméra et je me suis dit, oh là là, quelle beauté. Parce qu'il ne travaillait pas comme les autres chefs-op que je connaissais. Il ne mesurait même pas la lumière avec les cellules. Il mesurait avec l'œil. Il portait sa cellule strictement pour que les électriciens comprennent
que si jamais il en avait besoin, il pourrait s'en servir. Mais il ne faisait pas, il faisait avec l'œil seulement. Il a vu tout de suite qu'avec ces anges et avec le fait qu'ils étaient invisibles et tout ça, il y aurait une chance incroyable de faire des effets spéciaux et de les faire dans la caméra. Tous les effets qu'il y a dans le film ont été faits en tournant. Le mot digital était encore inconnu en 86. Henri a tout fait dans la caméra avec des miroirs, avec toutes sortes d'effets. Et chaque jour, il m'a proposé d'autres. L'influence d'Henri Alekan sur ce film était quand même très très grande. Il a vraiment fait son empreinte sur ce film. Bon, on lui a fait une certaine dédicace en appelant le cirque Alekan. Mais quand je le vois aujourd'hui, surtout maintenant que Henri est mort, je crois, bon, le film doit plus à lui qu'à Peter Handke, qu'à aucun des acteurs. Le film, dans toute son apparition, dans chaque image, il doit énormément à son esprit d'enfant, à son esprit d'aventurier, à sa volonté continuelle d'inventer et explorer ce qu'on pourrait faire avec ces anges invisibles. Comme Henri avait cet esprit plaisantin, il m'a toujours proposé des effets qu'on pourrait tourner dans la caméra en retournant le film et tout ça. Par exemple, que les anges pourraient s'asseoir dans une chaise où déjà il y a une belle petite fille. Et il avait toutes sortes de propositions, surtout dans le genre érotique. Et il trouvait que les anges pourraient tellement plus profiter de leur invisibilité. Et chaque jour, j'ai dit, Henri, mais on ne peut vraiment pas faire ça. J'adore cette idée, mais un autre jour. Deux groupes apparaissent dans le film. Nick avec les Bad Seeds et l'autre groupe qu'on voit, c'est Crime and the City Solution. Et c'était les deux groupes héros de Berlin de l'époque. Nick vivait à Berlin. C'était un vrai héros grunge, pre-grunge, pour ainsi dire, de Berlin. Il jouait souvent, il vivait à Berlin. Sa musique exprimait beaucoup mieux que d'autres groupes et beaucoup mieux qu'aucun d'autre groupe allemand, surtout sa musique exprimait le climat de Berlin de 1985 ou 6 quand on a fait le film. No one saw the carny go. No one saw the carny go. I say it's funny how things go. Pour une fois, la musique, c'était pas seulement la musique composée pour le film ou les chansons de Nick Cave. La musique du film était composée aussi d'une grande partie de toutes les voix qu'on entend. Et Jürgen Knieper, qui a composé le score du film, il a aussi travaillé surtout avec les voix, avec des chœurs. Parce qu'il a compris que toutes les pensées humaines feraient une sorte de tapisserie de son. Et lui aussi il a composé, il a basé sa musique sur les voix humaines. Et pour moi, quand je pense au soundtrack du film, c'est ça, c'est beaucoup de voix, c'est une cacophonie de voix, beaucoup plus que la musique telle qu'elle. Die Triebfeder lässt Wachstumssystem diesmal im Regenwald.
Deshalb überzieht den Urwald. Walter Benjamin kaufte 1921 Paul Klees Aquarell Angelus. Über sie hinweg ziehen die Kraniche, fliegen und schaut den Kopf fest auf dem Hals. Die seltene Implantation im kurzen interstitiellen Teil geht ebenfalls mit einer Ruptur der Tube einher. Gelegentlich ist die Blutung. On n'aurait pas pu faire le film avant l'invention du stéréo. Parce que l'idée même que les anges entendent les pensées des gens, cette idée même demandait qu'on pouvait travailler sur un son sur plusieurs niveaux. Et qu'il y avait des sons qu'il y avait à l'extérieur seulement et pas au milieu de l'écran. Et non, Paris, Texas, c'était encore mono. C'est vrai. Paris, Texas, c'était encore mono. C'était la première fois que j'ai travaillé en Dolby Stereo. Et on a vraiment exploité les possibilités jusqu'au bout. C'était le mixage le plus complexe que j'avais jamais fait jusque-là. Et aussi pour toute l'équipe, l'ingénieur du son et tout le monde, les chefs mixeurs. On a mixé pendant 2 semaines, ce qui était à l'époque inouï. Qu'on passe autant de temps sur le son d'un film. Paris, Texas, on a mixé en 3 jours. Tu vois. Et passer 2 semaines, c'était inouï. Aujourd'hui, on passe 2 mois sur le son d'un film. Mais à l'époque, c'était déjà... pour moi, au moins, c'était une toute nouvelle expérience que le son avait besoin d'autant d'attention que l'image. Et comme il n'y avait pas vraiment un fil rouge dans le film, une histoire proprement dit, le montage ressemblait quelquefois beaucoup plus au montage d'un documentaire. C'est-à-dire, on avait toujours la possibilité de mettre une scène avant ou après l'autre. Il n'y avait pas une nécessité, comme il y a toujours, comme Paris, Texas, comme c'est tellement linéaire, il n'y avait jamais question, est-ce qu'on pourrait mettre ça avant ou après? Il y a une chronologie qui règne le montage. Ici, dans Les Ailes du désir, il n'y avait pas ça du tout. Sauf bien sûr qu'il y a le point où Damiel devient homme, et après, évidemment, tout est en couleur et c'est différent. Mais avant, beaucoup de scènes étaient... On pouvait changer de place. Donc le montage avait une certaine caractéristique de montage documentaire. Le film a été monté par Peter Pschigora, qui avait fait tous mes films jusque-là, et qui a investi énormément de temps dans ce film, plus que tous les autres films qu'on avait avant, et qui connaissait à la fin du film, qu'il connaissait vraiment chaque seconde qu'on a tourné par cœur. Il savait, dans sa tête, il a résolu le puzzle que le film était devenu. C'était un grand puzzle. Et je crois qu'il a trouvé la seule façon de la mettre ensemble. On a dit à suivre, à la fin du film, un peu, je dois dire, comme une blague. Parce que l'un de mes 2 anges était très malheureux. Cassiel, le rôle de Otto Sander, aurait dû apparaître lui aussi. Et dans mon plan pour le film, pour Les Ailes du désir, il y avait une fin où les 2, Cassiel et Damiel, se retrouvaient tous les 2 en hommes. On n'avait plus l'argent de tourner la scène avec Cassiel qui aurait dû devenir homme. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, il était vraiment triste. Parce que
lui, tout son désir pendant tout le film, comme acteur, c'était de devenir homme pour finalement pouvoir faire quelque chose. Bruno, lui, adorait sa vie d'ange et il aurait bien continué invisible comme ange. Il ne tenait pas tellement comme acteur de devenir visible, pendant que le brave Otto Sander, tout ce qu'il voulait, c'était finalement changer quelque chose, faire quelque chose, avoir un impact sur le monde. Bon, il n'a pas pu. Et donc, pour le consoler, à la fin du film, j'ai dit à suivre pour lui donner l'espoir qu'un jour, il pourrait peut-être devenir aussi un être humain. Sans sachant, on dit, ou sans savoir. Sans savoir, bien sûr, qu'un jour, on le ferait. Il n'y avait pas la moindre idée de faire un autre film avec les mêmes personnages. Et c'était que 7 ans plus tard, à cause du mur qui avait disparu, que j'ai décidé de tourner une sorte de suite. Et donc, évidemment, Castiel avait sa chance.